job que j'ai eu quand j'étais jeune, je travaillais au IGA comme rapper. Puis le gérant du IGA m'appelait Champion. Ça me dosait, ça. Champion, viens ici, va faire des boîtes dans le cadre. Ça fait de moi le syndicaliste. Fait que, donc, le mépris, je suis pas capable de supporter ça. La justice, bien entendu, l'égalité homme-femme, c'est toutes des valeurs qui m'animent. Je vais faire un petit retour en arrière. Dès mes 15 ans, autour de ça, je me rendais compte que les gars avaient les privilèges que nous, les filles, on n'avait pas. Bon, je le disais sûrement pas comme ça à ce moment-là. Je pense que je connaissais même pas le terme. Je disais seulement que c'est pas juste. C'est pas juste. Moi, j'allais garder chez les voisins, voisines à 35 cents de l'heure, 50 cents de l'heure. Mes frères, plus jeunes que moi, je suis la plus vieille dans la famille, avaient des petits emplois, des petites jobines qui étaient pas plus difficiles, mais ils gagnaient plus d'argent. Je pense qu'au début, on doit d'abord être indigné. Puis je me demandais comment aborder le sujet. Et je me suis dit, tiens, je vais faire la liste des indignations que j'ai eues dans ma jeunesse, qui font partie de ma formation, d'une certaine forme de colère ou d'insatisfaction de la société, qui fait qu'un jour, je vais me mettre à militer. Moi, j'étais un passionné de tout ce qui est vivant. J'étais tout petit, je regardais les livres, la disparition de dinosaures, puis tout ça, l'apparition de la vie. Depuis que je me rappelle, je peux regarder des livres sans même lire. Ces affaires-là m'intéressaient beaucoup. Puis après ça, j'ai été un militant sans le savoir. Au secondaire, au cégep, je fatiguais toute ma gang, toutes mes chums, toutes ces questions-là d'environnement, les questions de capitalisme, déjà, je joignais à ça. Les questions sociales, j'étais le fatigant qui brassait tout le temps les idées, puis les autres faisaient « Ah, on sait bien, c'est le goût encore là, qui part avec ces histoires. » À un moment donné, ma mère a arrêté de me parler pendant 3 mois parce que j'avais dit que je voulais pas aller à la messe puis que c'était fini, ces histoires-là, pour moi. Et là, ce que ça m'a donné, c'est comme information, comme acquis, c'est que je me suis rendu compte, peut-être la première fois dans ma vie, quand on contestait, ben il faut faire face à la musique, comme on dit. Hein? Alors, c'était mon premier militantisme, mais j'étais pas comme engagé autre que mon engagement personnel, dans le fond. Puis moi, là, j'ai pas juste découvert le manifeste du Parti communiste. C'est une ouverture sur le monde. Le syndicat m'avait amené voir plus grand que chez nous, parce qu'il y en avait un courant qui disait non, politique, les syndicats, là, moi j'aimais l'autre gang, parce que là, on s'en allait quelque part, on allait travailler sur les vrais problèmes de cette société-là. Alors, j'ai été dans les rencontres. On appelait ça des clubs de lecture, des groupes de lecture. Ben, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Ça expliquait d'où venaient mes parents, mes grands-parents. C'est leur histoire c'est un lien fort avec ça. Puis leur classe. C'est notre classe. Évidemment, moi, je dis notre classe. Voyons donc, il parle de... Oui, ça existe, les classes sociales, en société. Ma mère m'a également appris à essayer de comprendre plutôt de juger, c'est-à-dire de chercher le sens derrière les comportements culturels ou économiques des gens. Notre fondatrice Marie Gérin-Lajoie qui a fondé cette communauté-là en 1923. Moi, j'ai regardé, j'ai lu. Je suis pas tellement une fille là, qui lit souvent, mais quand je vois des choses, quand elle dit ses premiers choix, c'était être proche des gens, des personnes vivant des situations de pauvreté et d'injustice. Ça m'a rejoint. Et ça m'a fait aussi, tu sais, quand je disais très jeune,
En tout cas, on partageait, c'est là que j'ai les valeurs de partage, les valeurs d'entraide. Moi, ça, c'est des choses à laquelle on dit que je vibre, tu sais, par rapport aux valeurs. Tu sais, puis être solidaire. Moi, la solidarité, c'est quelque chose qui m'a amené à m'engager de plus en plus. Moi, ça l'a enrichi ma vie d'une façon extraordinaire de militer comme ça. Je le dis assez sérieusement que militer, pour moi, c'est une façon de vivre. C'est essayer de changer le monde concrètement à travers des projets, à travers des luttes, à travers des objectifs qu'on se donne pour... Tu sais, on parle souvent d'une meilleure répartition de la richesse, on parle souvent de la cause des femmes. Sans ce militantisme-là, ces luttes-là, ben on n'aurait pas fait avancer les choses. Je vivais pleinement ma démocratie. Parce que la démocratie, c'est pas rien de voter pour moi. C'est de participer. Je faisais ma participation qu'on appelle aujourd'hui citoyenne. Puis je pense que c'est fondamental pour moi, toujours. C'est mon implication aussi bien dans les ASEF que dans d'autres mouvements découle de cette prise de conscience-là, que si on veut que la société évolue, ben, il faut participer à son évolution. Et à 20 ans, t'as la fougue. Tu veux changer le monde. Okay? Ben, peut-être que si tu maintiens ça jusqu'à 70 ans, ben, tu vas peut-être permettre à des gens de dire, ben, hey, moi, je suis capable. Puis, de prendre la relève de ça. Et ça, je trouve que c'est une école formidable de Café et Nouvelles, cette capacité-là que les gens ont, qu'ils ont développée d'aller discuter et tout. Alors, 20, 30 personnes, et de moi, ce que je fais, je distribue la parole et tout, j'essaie de faire ça avec le plus d'humour possible, parce qu'il faut que ça reste léger, mais ça, ce que j'ai vu en 5-6 ans, mais sinon plus, c'est ça, ce qui s'est passé, c'est de voir que les gens évoluent et qu'ils sont capables de discuter, à contrario de Facebook ou à s'engueuler. Alors ça, c'était un exercice que je trouve formidable. Apprendre à discuter avec bienveillance. L'art, c'est un élément de transformation parce que ça passe dans le corps humain. On est des distillатeurs. Puis l'être humain, n'importe quel être humain est sensible à l'art, est transformé par l'art. Puis je pense que la qualité de notre humanité à Valleyfield, la qualité de notre population, le niveau général, intellectuel, moral, etc., a été rehaussé par l'accessibilité à l'art par un organisme comme Valspec, entre autres. Les travailleurs à Valleyfield qui s'étaient battus souvent pour la justice ont finalement eu raison de toutes les autorités, de tous leurs exploiteurs, et ont gagné quelque chose. Je pense que c'est de quoi se rappeler. Cette coalition intersyndicale-là de Coton 46, là, c'est une coalition formelle. Il n'y en a pas d'autres au Québec comme ça ici. Il y a une couple d'autres places où j'ai entendu parler, là, mais un monument qui célèbre une grève en plein cœur d'une ville, il y en a pas gros. Donc, non, la région de Valleyfield, c'est vraiment une région exceptionnelle, je veux dire, en termes l'ampleur qu'a tout le réseau des militants dans la région ici, là, des militants à tous les niveaux, là, pas juste au niveau syndical. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et rentrer dans les garderies populaires, à l'époque, là, je mets le pied à la garderie Cadet-Roussel, qui était une garderie qu'on dit sans but lucratif à l'époque, là. Mais ce premier boulot-là, en partant, les garderies, c'est un milieu militant. Il y avait une mouvance qui était forte. Et j'arrivais dans une garderie,
qui était une des premières garderies syndiquées au Québec. Alors, le mouvement était fort. Le mouvement, c'était une garderie syndiquée, militante, très CSN. Mais en même temps, il y avait une particularité, c'était une entreprise d'économie sociale. Le cas de harcèlement sexuel, c'est réglé à la Commission des droits de la personne, une première en Amérique du Nord, où le harcèlement sexuel au travail était reconnu. Donc, c'était... on a entendu à la Commission des droits de la personne des affaires épouvantables pour une commission des droits de la personne. Genre, la madame était frustrée parce qu'elle avait eu juste des filles, pas de gars. Des affaires que ça se peut pas, là. Et on a continué à manifester jusqu'à temps qu'on ait, pour les femmes qui étaient dans ce problème-là, satisfaites. Ils ont continué à militer, ils sont devenus présidents de leur syndicat, etc. D'autres que j'aimais, c'est qu'il y avait comme un... Ça mourait pas dans l'œuf. Ça devenait des militantes. Là. Alors moi, j'ai travaillé là-dessus 11 ans, là. Et puis, on est en 2023, puis un immeuble de 8 logements vient d'être construit. On a travaillé très fort là-dessus. Alors, c'est de la militance active, encore une fois, par des levées de fonds, par des revendications, par de la conscientisation auprès de la population pour dire, regardez, ça nous prend cette ressource-là, puis le gouvernement, l'État n'organise pas ça. Alors, je sais que dans d'autres régions aussi, ça se fait. C'est toujours, à chaque fois qu'il y a des immeubles du genre, c'est toujours les parents qui, faute de ressources, s'organisent pour que ça se construise, que ça se fasse. Alors, ça en est une organisation militante. La Société d'histoire de généalogie de Salaberry existe depuis 1991. Le premier président, c'était Michel Paquette, qui est encore là d'ailleurs. On travaille ensemble dans d'autres dossiers, des dossiers, je vais en parler un peu plus longuement tantôt. Il m'a sollicité, il est venu chez moi, il était sur de la Barrière, la rue de la Barrière dans le temps, puis Michel dit, ça te tente-tu d'être président l'an prochain? Donc, 91, et donc... Puis là, la société s'est formée, a eu le temps de se former quand même à mars 91, exactement. Là. Puis les premières assises annuelles ont été faites en novembre 91. Puis, moi, mon implication, je suis rentré comme président de la Société d'histoire en 92, à l'automne de 92. Bon. Les premières activités que j'ai eues avec la FIC, ça a été de faire partie du comité de conditions féminines à la FIC. J'avais déjà eu des expériences avec SOS Garderie, tout ça. Fait que la condition féminine, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis, on a travaillé particulièrement sur 2 projets. Le premier, ça a été le droit au libre choix pour l'avortement. Ça a été des gros débats dans nos instances, les infirmières, tu sais, situons-nous les années 80, la fin des années 80. Puis, je me souviens que quand on a fait ces débats-là en instance, en congrès, c'était des orientations de fond, dans le fond, les valeurs de la FIC, ça serait quoi? Une infirmière était venue au micro, c'était marquant, là. C'était une infirmière qui avait beaucoup d'expérience, c'était une religieuse. Puis là, on s'était dit, quand on l'a vu arriver au micro, on va être contre le libre choix. Mais non, elle nous a dit, dans ma pratique, j'ai vu plusieurs femmes mourir des suites d'avortements clandestins ou à la maison, les broches à fricoter et tout d'ailleurs. Elle dit, il faut que ça finisse. Et ça a été déterminant. Il n'y a plus d'intervention après elle. On a passé au vote, ça passe. On était... on était très fiers de cette position, qui a été un avancement pour les femmes, parce que le libre choix, on le sait maintenant, puis il n'y a rien de garanti. Aux États-Unis, ça recule, puis il n'y a rien de garanti ici que ça pourrait reculer. En tout cas, les infirmières ont pris position. Lors de la transformation de la CIF, Joanne devient membre de la Bande à clé, naturellement.
où là, elle devient auteure et actrice. C'est notre Béa, accompagnée de son Méo, qui apparaît dans plusieurs vidéos réalisées par la bande à clip. Et ça me fait encore sourire juste d'entendre les remarques pleines d'humour, son écriture pleine d'humour encore, qui est teintée là, dans tout ce qu'elle a écrit au courant de sa vie. Ça revient sans terre, la princesse Léa, là. Tu sais, tout ça, là, c'est pas compris dans ton loyer, hein. Tu sais, c'est pas donné, hein. Tu sais, y a rien là-dedans qui dit combien ça va te coûter. T'écris soin à la carte, ouais, ça va être celui de ta carte de crédit, m'a te dire, hein. Tu risques de te ramasser qu'un méchant running bill, hein, pas attention. Joanne, moi, je la remercie pour son appui, sa solidarité, son analyse et son enthousiasme et surtout de son amitié. Merci, Joanne. Parce que le problème que je trouve, peut-être que vous allez en parler, c'est qu'on a beaucoup de gens qui se disent sensibles à l'environnement, hein, mais après, moi, je ne les trouve pas avec moi quand il y a une pelle à prendre, quand il y a une décision à prendre, quand il y a une action à prendre. Et c'est ça qui me fatigue. Je trouve qu'il y a trop de gens qui sont contre, qui s'opposent, qui manifestent. Il n'y en a pas assez qui sont dans le concret, qui posent des gestes. Et je pense que ces gestes dans le concret nous donnent une crédibilité que l'on perd lorsqu'on manifeste. Parce qu'on fatigue, on agace. On dit, ils crient, ils rouspètent. Mais qu'est-ce qu'ils font de concret? Et c'est ça, à ce niveau-là, que moi j'ai un message à passer. Il faut qu'on fasse du concret. Il faut qu'on donne l'exemple. Qu'est-ce qu'on a réalisé que je pourrais retenir le plus dès le début, quand je suis rentrée, c'était le sujet de la récupération. Alors au début, eux, ils avaient commencé déjà 2 fois la récupération du papier carton. Moi, je suis venue, je pense, à la 3e fois qu'ils l'organisaient, Cribert. C'était quelque chose, ces journées de récupération, c'était le samedi souvent. On était envahis. On a vu que les gens étaient prêts. Après, il y a eu les feuilles mortes. Après, il y a eu des gilets dangereux. Ça s'est fait avec le comité ZIP. Ensuite, c'est la MRC qui a organisé. Mais on a senti que les gens étaient prêts, puis on a vraiment incité les municipalités, enfin la ville, Valleyfield, et après la MRC à prendre ça en main. Mais moi, je trouve, sans vanter Cribert plus qu'il faut, là, que c'est nous quand même qui avons été les précurseurs. Comment je dirais, l'acceptation des différences, de l'inclusion sociale. C'était ça que ça m'a emmené. C'est sûr qu'il y a eu des petits accros à un moment donné. Tu sais, je pense quand j'étais famille d'accueil, ben, c'est sûr que quand tu arrives avec ta gang à un souper, t'es peut-être moins invité. T'es peut-être, tu sais, t'as peut-être moins de liberté parce que ton implication, mais c'est sûr que tu peux choisir de t'impliquer ou pas t'impliquer. Moi, quand je m'implique, là. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai dû laisser tomber, mais à mon grand bonheur, parce que j'en ai tellement reçu au centuple. Puis j'aimais ça, parce que moi, faut que je défende les droits. Je pouvais pas laisser faire ça. Puis je pensais aux autres aussi. Les autres employés, là, il s'en est passé des choses, là. Il y a des employés qui ont tout, il y en a une qui a fait même une dépression. Il dit non, on ne ferait pas de dépression. On se défait. Mais moi, j'ai été élevé comme ça, par exemple. Parce que notre père nous a élevés de même. Dans la vie, là, quelqu'un nous fait du mal, on le tue pas, on prend pas de fusil, on prend pas de couteau. On se parle, puis on le met à sa place. Point. On a des droits, on les défend. Moi, j'ai été élevé comme ça. Ça fait que là, ben, j'ai dit non, on va se défendre. Puis j'ai gagné. Dans un communiqué émis le 10 mars 1980, la CSN a fait état de l'engagement social et syndical exceptionnel du disparu. Jean-Guy s'est distingué comme journaliste par le caractère nettement progressiste de son travail. Il était préoccupé par les réalités socio-économiques et syndicales de la région. Il a collaboré à faire connaître les luttes des travailleurs et des groupes populaires, avait souligné Denis Bourque.
Militant syndical de longue date, Jean-Guy Pelletier a défendu la cause des travailleurs via son engagement dans le théâtre communautaire du Sud-Ouest, dont il était le maître d'œuvre. Également membre fondateur du comité intersyndical du 1er mai et de plus, il a été à l'origine de la syndicalisation des salariés du journal Le Soleil du Saint-Laurent. Jean-Guy Pelletier aura consacré sa trop brève existence à défendre activement les travailleurs de la région contre l'oppression et l'exploitation. Et c'est là que je peux dire que j'ai développé Tipus Passe-Partout. C'est Tipus a pris son envol au soleil. Parce que j'avais une marge de manœuvre encore plus grande. Bro, comme directeur, n'était pas frileux. Au contraire, il m'incitait à jouer sur la ligne. Et là, j'allais loin. J'ai fait des critiques épouvantables, épouvantables, dans le sens que les critiques allaient loin. Critiquer des juges, des jugements de juges, critiquer des politiciens, faire des critiques acerbes. Quand je regarde avec les inondations qui se passent aujourd'hui, que les municipalités essaient de faire quelque chose, ils se disent là, il faut stabiliser, tout ça. Bien, on en parlait déjà de ça, nous autres, il y a 40 ans, puis il y a 20 ans, puis les municipalités étaient plus ou moins intéressées, ça va coûter cher, puis bon. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait ça que ça leur a peut-être coûté moins cher il y a 20 ans de faire des choses qu'aujourd'hui. Mais on en est là. Donc, déjà qu'ils fassent quelque chose aujourd'hui, mais ça va prévenir pour les 20, 40, 50 prochaines années. Il faut tout le temps, moi je pense qu'il faut tout le temps aller de l'avant aussi, là. Moi, je suis optimiste en partant. Là, je suis optimiste. Je crois, moi, que les humains peuvent faire revenir, refaire, mais la Terre n'a pas besoin des humains. Et elle n'a pas besoin. Donc, quand on dit on va sauver la Terre, on ne sauve pas la Terre. Il faut sauver les humains, parce qu'il y a une condition de vie. Ça ne va pas s'améliorer, là. Mais moi, j'ai confiance que les humains vont trouver un moyen de modérer ça. Parce que moi, je dis, j'ai jamais lâché dans ma vie. Après, ça fait 40 ans j'en fais. Puis c'est ça qu'il faut, c'est ça le message. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se décourager. Puis si on regarde les jeunes aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est pas facile pour les jeunes. D'abord, on regarde la situation au niveau économique, la situation au niveau environnemental. C'est très, très inquiétant. Et surtout, là, on le voit là, cet été, là, on atteint des sommets au niveau environnemental qu'on n'a jamais atteint. Fait que je pense que le message que j'aimerais donner aux jeunes, c'est de dire qu'il faut se préoccuper. Il ne faut pas laisser juste les gouvernements décider, parce que je pense qu'eux autres, ils ne dirigent pas en fonction d'une vision du bien commun, c'est souvent en fonction d'une élection à l'autre. Et ça, c'est inquiétant, parce qu'on est maintenant à trouver des solutions globales, parce que les problèmes qu'on affronte, ils sont globaux. Je trouve qu'un des combats les plus importants à l'heure actuelle, c'est de défendre la démocratie. Au-delà de tout, parce que sans la démocratie, tout va au volo. On parle du féminisme, mais s'il n'y a pas de démocratie, les femmes ne pourront pas prendre la parole comme on le voit en Afghanistan. C'est à la base de tout, la démocratie. Mais après ça, comment je vois l'avenir, au-delà, par exemple, du mouvement étudiant, comme j'ai dit tantôt, moi, je pense que toutes les gens qui ont vécu 2012 se sont réinvestis, en fait, dans plein d'endroits. Milieu syndical, milieu communautaire, milieu de l'environnement. Je pense que j'ai de la foi, j'ai de l'espoir, en fait, qu'on va utiliser ce qu'on a appris pendant 2012 pour radicaliser, rendre plus combatif, rendre plus démocratique aussi ces mouvements-là. Non, j'ai quand même espoir qu'il se passe quand même des choses intéressantes. On n'a pas le choix, en fait. En fait, j'ai vu on n'a pas le choix, tu sais, confronté à l'état dans lequel le monde est actuellement. Bon,
dans notre société, je pense qu'on n'a pas le choix de se mettre en mouvement. Puis oui, ce sera pas toujours facile, mais nos efforts vont finir par payer, puis il va arriver des moments où on va sentir que le contexte est favorable, tu sais, puis qu'on va l'utiliser à notre avantage pour aller chercher, en fait, des gains pour la population, pour une plus grande égalité au sein de la population. Fait que je pense que oui, je suis assez enthousiaste, non pas enthousiaste, mais je ne suis pas pessimiste par rapport à l'avenir.